Meilleurs vœux à vous toutes et tous, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette première édition de l'année 2020 qui vient de commencer pour votre magazine RDC Environnement qui sera essentiellement consacré à la relecture de l'actualité environnementale couverte par votre magazine tout au long de l'année 2019. C'est vrai que l'actualité a été abondante durant cette année, mais il sera pour nous impossible de revenir sur toute cette actualité. Nous allons donc évoquer dans cette émission quelques faits saillants qui se sont déroulés durant l'année 2019. Commençons cette révisitation de l'actualité environnementale de 2019 par l'expédition scientifique organisée par Greenpeace Afrique en mai dernier dans les tourbières du bassin du Congo, plus précisément dans le territoire d'Ingende, campement d'Mpeka, en compagnie des journalistes qui ont été témoins de la découverte de cet écosystème capital pour l'équilibre climatique. Selon les scientifiques des universités de Leeds au Royaume-Uni et de Kisangani en RDC qui ont accompagné l'équipe de Greenpeace, les tourbières du bassin du Congo retiennent jusque-là plus de 30 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, CO2. Ce sont donc des écosystèmes à protéger à tout prix et des espaces exclus à toute exploitation industrielle du bois ou encore de l'agriculture. Retour sur cette expédition dans ce reportage. Réseau international d'organisations indépendantes qui agissent selon les principes de non-violence, Greenpeace a pour mission principale la protection de l'environnement, de la biodiversité et la promotion de la paix. Elle s'appuie sur un mouvement de citoyennes et citoyens engagés pour construire un monde durable et équitable. À travers le monde et dans le pays où l'ONG opère, Greenpeace s'engage dans la lutte contre les changements climatiques, la protection des océans de la surpêche et crée un réseau international de réserves marines. En outre, il s'emploie également pour la préservation de la richesse et de la biodiversité des forêts primaires, la lutte contre la déforestation et la défense des droits des communautés autochtones, ainsi que la promotion d'une agriculture écologique. Fort de toutes ces actions et par souci de préservation de la planète, pour la troisième fois consécutive, Greenpeace Afrique a mené une expédition scientifique dans les tourbières du bassin du Congo. Pour cette troisième expérience, l'ONG internationale a choisi les territoires d'Ingende au campement de Mpeka dans la province de l'Équateur. Une expédition média dans les tourbières organisée en collaboration avec l'équipe scientifique des universités de Leeds au Royaume-Uni du projet Congo Pit, de Kisangani en République démocratique du Congo et Marie Ngwabi en République du Congo. Les médias nationaux et internationaux ont également été mis à contribution pour la circonstance. L'expédition a été une prouesse. Déjà à 500 mètres de la rivière, à 50 cm et à 1 mètre de profondeur, les scientifiques ont trouvé des tourbières. Ici, des milliards de tonnes de carbone sont séquestrées dans ces tourbières uniques au monde grâce à leur capacité de stockage et leur conservation. Store an estimated 30.6 billion tons of carbon, which Dans is l'ensemble equivalent de to about l'estimation 20 des taux de years. carbone qui est stocké dans les tourbières du bassin du Congo, équivalent à 30 billions de tonnes de carbone, cela équivaut à des émissions de gaz à effet de serre de 20 ans d'un pays industrialisé comme les États-Unis. Alors si vous les prenez, vous les déversez dans l'atmosphère, vous allez voir que ça a un impact très significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc cela va augmenter considérablement les taux de CO2 dans l'atmosphère.
l'un des impacts des changements climatiques, c'est l'augmentation de la température. Et s'il y a forte augmentation de la température, cela signifie que ça va sécher, le niveau d'eau va baisser parce qu'il y aura sécheresse, donc les tourbières vont aussi sécher. Or, les tourbières jouent aussi un rôle d'approvisionnement et de régulation. Donc, ils nous régulent pour le niveau d'eau, mais ils approvisionnent aussi en eau. Quand il y a étiage dans les rivières, l'eau ici va, c'est des vases communicants, ça va encore contribuer à approvisionner en eau dans les rivières. Alors, si ça sèche, c'est que ça va aggraver la situation dans l'ensemble des bassins du Congo qui est encore imprédictible par toutes les modélisations scientifiques. Véritables écosystèmes, les tourbières jouent un rôle capital dans le cycle des carbones et dans la lutte contre les changements climatiques. La tourbe se forme des bas en haut. Par ailleurs, les niveaux les plus anciens sont au fond de la tourbière. Le taux d'accumulation est très variable suivant les régions et les périodes, mais se situe à une moyenne globale de 1 mm par an, donc 1 mètre par millénaire. Comme en Amazonie, ces forêts du bassin du Congo abritent le plus vaste complexe de tourbières, dont la superficie est estimée à 40 millions d'hectares, soit 2 900 000 hectares de tourbières, jouant ainsi un rôle primordial dans la séquestration du carbone. C'est ici le lieu de louer les efforts des communautés locales qui ont su préserver ces forêts des tourbières sans les exploiter ou y pratiquer l'agriculture ou toute autre activité permettant à ces gaz de s'échapper dans l'atmosphère et par ricochet aggraver le réchauffement de la planète. The communities here rely on these ecosystems now for Les their communautés livelihood. locales ont besoin de ces écosystèmes pour leur survie car ils en dépendent. Mais les autres pays qui viennent, ils voient les espaces autrement pour le développement des activités qu'ils viennent. Si l'Inde et la Chine veulent avoir ces espaces, ça ne sera pas pour les maintenir, c'est pour les convertir à X activités. Si c'est l'agriculture, est-ce qu'il faut les leur donner, alors ça va convertir. Mais si ça ne dépend que des communautés, la demande urbaine ne va pas changer parce que c'est la demande en poisson, c'est la demande en quoi d'autre, mais ça ne demande pas le produit comme des tonnes et des tonnes de riz qui ne produisent pas ici. Ces tourbières ainsi trouvées vont continuer à jouer leur rôle de maintien de stabilité du climat et de prévention de la dérive du changement climatique si et seulement si des activités d'exploitation du bois ou de l'agriculture ne sont pas pratiquées sur ces zones. Et les populations vivant dans ces zones peuvent continuer à bénéficier des moyens de subsistance, des produits de la forêt en termes de nourriture, combustible, matériaux de construction et médicaments ou tout autre produit forestier non ligneux. Par ailleurs, les échantillons des tourbières ainsi prélevés vont subir des analyses pour déterminer de façon exacte les quantités de carbone contenu dans la tourbe, à partir d'une datation assez précise par la méthode du carbone 14. Cette expédition média dans les tourbières du bassin du Congo a été une expérience enrichissante pour ces scientifiques qui vont continuer la recherche jusqu'au-delà des 10 km de la rive. C'est ici aussi le lieu pour Greenpeace, qui a organisé cette expédition, d'attirer l'attention des parties prenantes sur les multiples risques de corruption et de mauvaise gouvernance pouvant assécher les tourbières et créer des tourbes irrémédiables pour l'écosystème global. C'est ainsi Greenpeace exhorte pour surtout les gouvernements d'éviter toute activité d'exploitation du pétrole et ou de minerais dans ces zones ou toute exploitation industrielle de bois d'œuvre, ainsi de l'agriculture industrielle à grande échelle. Comme nous parlons des tourbières, la société civile de la République démocratique du Congo et de la République du Congo
ont dernièrement dit non à toute exploitation industrielle dans les tourbières du bassin du Congo. Au cours d'une conférence de presse, elle a rendu publique sa note de position quant à ce. Voici les détails de cette rencontre entre la société civile environnementale de la RDC du Congo-Brazzaville et la presse. Regardez. C'est un écosystème qui couvre une superficie d'environ 145 000 km². Les tourbières du bassin du Congo s'étendent entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Il faut donc les protéger à tout prix pour qu'elles continuent à jouer leur rôle dans l'équilibre climatique. C'est pour sauvegarder ces patrimoines communs que les organisations de la société civile environnementale du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville disent, je cite, « pas d'exploitation industrielle dans les tourbières du bassin du Congo ». Fin de citation. Une note de position rendue publique au moment où, à Madrid, en Espagne, se tient la 25e conférence des parties sur les changements climatiques. Dans cette note de position, la société civile énumère les menaces qui pèsent sur ces tourbières, dont les velléités d'exploitation forestière, des hydrocarbures et l'agriculture, tant en République démocratique du Congo qu'en République du Congo. Aujourd'hui, environ 75% des tourbières sont actuellement couvertes par des blocs pétroliers de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. 75% des tourbières sont en danger. Et si ces blocs pétroliers aujourd'hui deviennent opérationnels, ça veut dire qu'on ne restera qu'à 25% des tourbières. Et on ne peut même pas encore parler des impacts indirects que les 65% pourraient amener sur les 25% autres. Et les projets d'infrastructure qui accompagnent exposeraient ces tourbières et les forêts du bassin du Congo à des pressions énormes. C'est ainsi que la société civile prend la position selon laquelle pas d'exploitation industrielle dans les tourbières. L'intégrité du complexe des tourbières du bassin du Congo, l'écosystème environnant et les droits des communautés locales et peuples autochtones doivent être garantis. D'où les recommandations de la société civile. Le gouvernement de la République du Congo et de la République démocratique du Congo doivent annuler les concessions pétrolières, forestières et agricoles et minières qui chevauchent les complexes de tourbières ou son écosystème de protection pour la protection de ces écosystèmes environnants et déclarer ces zones interdites au développement industriel à travers les politiques et les lois contraignantes. Le gouvernement de deux Congos et la communauté internationale doivent soutenir un plan régional de protection de tourbières fondé sur des droits et veiller à ce que les représentants des communautés forestières concernées jouent un rôle important. Donc il ne s'agit pas seulement d'élaborer, mais nous voulons à ce que la communauté internationale puisse soutenir la mise en œuvre ou l'effectivité de ces plans. Aux donateurs internationaux, ils doivent fixer l'annulation des concessions des blocs pétroliers qui chevauchent les zones de tourbières comme condition préalable à un soutien financier supplémentaire des validations de tout programme que leur financement pourrait soutenir. Aux investisseurs, nous demandons à ce qu'ils ne puissent pas investir dans des projets d'exploitation des ressources dans ou autour des tourbières et des aires protégées. Ils doivent stopper les investissements existants dans les projets d'exploitation dans les zones des tourbières et autour de ces dernières. Aux multinationales, nous leur demandons de ne pas exploiter les ressources naturelles dans et ou autour des zones de tourbières, y compris avec des approches qu'ils appellent à faible impact. Avec l'exploitation des ressources naturelles qui a montré ses limites et qui n'a rien apporté aux deux pays en termes de dividendes et impact au développement, pourquoi ne pas essayer autre chose, se sont demandé les organisations de la société civile pour préserver ces écosystèmes d'importance capitale. Les tourbières, c'est des zones de frayère où les poissons se reproduisent et les communautés connaissent ces zones-là. Donc tout ce que nous demandons à ces communautés, c'est de continuer à exploiter comme nos arrière-arrière-parents l'ont fait en respectant ces zones de frayère. Avec les tourbières du bassin du Congo, ce sont au total jusqu'à 30,6 milliards de tonnes de carbone qui sont stockées, soit l'équivalent de près de 20 ans d'émissions de combustible des États-Unis, ont indiqué les membres de la société civile. Les tourbières, c'est une grande réserve de carbone qui a été stockée dans le sol et on parle de 30 milliards de gigatonnes de carbone stockées entre les deux Congos. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de ressources naturelles sur ces zones de tourbières, notamment du pétrole.
et l'exploitation du pétrole va menacer ces tourbières qui sont une bombe de carbone stockée dans le sol qui risque de revenir de la nature et causer des dégâts importants. Ainsi, avec la présence de cette tourbière, les stocks de carbone forestier du bassin du Congo sont estimés à 70 milliards de tonnes de carbone, un élément essentiel pour la stabilité du climat mondial. Détruire les tourbières du bassin du Congo avec les activités anthropiques, c'est faire exploser une bombe enfermée sous cette tourbière. La même société civile a été très active en 2019, en tout cas il faut le dire, compte tenu de la criminalité grandissante dans le secteur phonique. Elle a lancé la campagne Plus jamais ça, une façon pour elle de lancer un cri d'alarme en ce qui concerne la protection de la biodiversité tant animale que végétale. Regardez plutôt ce reportage consacrant le lancement de cette campagne Plus jamais ça, ici même à Kinshasa par la société civile. Il ne se passe pas un seul jour, serions-nous tentés de dire, sans que la faune et la flore congolaises ne subissent un coup dur et ne soient l'objet d'appauvrissement de la part des ennemis de la République. Au lieu de la conservation et préservation de la riche biodiversité du pays, certains s'adonnent à l'appauvrir par des pratiques non recommandées. Le dernier exemple en date est celui de la saisie sur les marchés asiatiques, soit au Vietnam, en Turquie et à Singapour, d'une importante cargaison, 3 conteneurs de pointe d'ivoire et d'écailles de pangolais, embarqués à partir de Kinshasa et interceptés au port du Vietnam, évalués à plus de 9 tonnes. La criminalité organisée touchant la faune et la flore sauvage sape les efforts en cours dans le secteur de la conservation et prive le gouvernement d'importants revenus tirés de l'écotourisme qui aurait pu être consacré au développement durable et à l'élimination de la pauvreté. Une situation qui n'a pas laissé indifférente la société civile environnementale congolaise. Au cours d'une conférence y afférente, elle a fustigé ces comportements et exige que les auteurs de ces crimes phoniques soient traduits devant la justice et répondre à leurs actes. Nous voulons juste tester un peu le discours qui est aujourd'hui tenu par les nouvelles autorités de la République, qui disent pouvoir mettre dans leurs priorités la lutte contre la corruption, les antivaleurs, l'impunité, de restaurer l'état de droit. Et CODELT, l'organisation dont je relève, travaille pour la légalité environnementale, la légalité dans les systèmes de gestion et d'exploitation des ressources naturelles. La faune fait partie des ressources naturelles. Et donc, quand on a été informé de ce cas et que nous avons eu à notre disposition des éléments documentés attestant qu'il y a eu un problème parce qu'on ne peut pas comprendre qu'autant de quantités sortent des frontières nationales sans qu'il y ait eu des complicités à grande échelle au niveau des services qui opèrent dans la chaîne de l'exportation. Et on s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Cette rencontre a été l'occasion pour la société civile environnementale de lancer la campagne intitulée « Plus jamais ça ». Une façon d'attirer l'attention des uns et des autres sur la protection des espèces de faune sauvage menacées d'extinction, en conformité avec la convention CITES. Nous voulons associer tous les acteurs de la société civile et le fait que ça se passe au Conseil économique, c'est un signal de l'appui du Conseil économique qui a pour finalité de donner des avis éclairés aux décideurs pour qu'ensemble nous puissions arrêter ces trafics. À en croire le rapport des autorités douanières évoqué par la société civile, ces 9 tonnes de pointe d'ivoire représentent plus de 1000 éléphants abattus. Et pourtant, le nombre d'individus de cette espèce ne cesse de décroître et ne se compte qu'au bout des doigts. Dans cette perspective, la société civile environnementale demande à l'État congolais d'exiger les rapatriements de toutes les pointes d'ivoire d'éléphants et écailles des pangolais saisis. La criminalité faunique et floristique ne finira jamais si chacun ne prend pas conscience de l'importance de la biodiversité sur la vie des humains, car toutes les espèces sont complémentaires. De la vie d'une espèce dépend celle de l'autre. Comme nous parlons de la biodiversité, vous le savez, le 22 mai de chaque année, il est célébré la journée mondiale de la biodiversité. Votre magazine avait reçu ce jour-là Henri Mouria,
qui est secrétaire exécutif de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles, la CERN, de la SENCO, et Patrick Mavinga, qui est chef de service appui au développement au Centre d'études et de promotion sociale, CEPAS. Regardez un extrait de cette émission, mais il faut déjà savoir que les mutations et les réfugiés climatiques, la question liée à la pénurie de l'eau, les perturbations des saisons culturelles, la perte de la biodiversité, l'endettement écologique, autant de phénomènes qui caractérisent aujourd'hui notre maison commune et qui nous laissent dire que notre planète va mal, voire très mal. Comme je vous le disais, je vous laisse suivre un extrait de cette émission dans cette sélection de votre magazine. Si on donne une explication, une définition classique bio qui signifie vie, c'est la diversité de la vie, c'est l'ensemble du vivant, des micro-organismes, des plantes, des animaux, des êtres qui vivent et des différentes interactions entre ces différents êtres vivants. Et donc les moustiques, les plantes, les animaux, nous-mêmes, et les relations entre nous, la malaria qui va du moustique à l'être humain, c'est tout ça qui fait partie de la biodiversité. C'est-à-dire, c'est important qu'il y ait tout ce vivant-là dont nous faisons partie. Et c'est important, toutes les relations qui existent entre nous. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à l'équilibre de cette biodiversité. Voilà, équilibre de la biodiversité. Henri Mouya. Si on considère la réflexion faite sur la création à partir de la Bible, on ne peut pas dire que l'homme est supérieur, d'autant plus qu'il a été créé après toutes les autres créatures. Mais seulement la différence c'est que, selon la Bible, à lui on a donné la responsabilité de cultiver le jardin et de garder. En fait, en continuant l'action de Dieu, l'homme a cette responsabilité. C'est peut-être pour cela qu'il se considère comme supérieur. Mais en tout cas, dans les interactions, à un certain moment, vous allez vous rendre compte que l'homme est aussi vulnérable que les autres êtres qu'on trouve dans la nature, dans l'écosystème. Biodiversité encore et toujours, la République démocratique du Congo s'est dotée du projet APA en conformité avec le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques et les partages des bénéfices et avantages qui en découlent. Le lancement officiel de ce projet avait eu lieu mercredi 10 juillet au Pullman Hotel au cours de l'atelier organisé par le ministère de l'Environnement, Développement durable, en collaboration avec l'ONG Action d'aide sanitaire et de développement aux plus démunis et le soutien de l'ONU Environnement ainsi que le Fonds pour l'environnement mondial. Retour sur cet événement dans ces reportages. Je déclare ouvert l'atelier national de lancement du projet de mise en œuvre effective du processus d'accès et de partage des avantages et valorisation de plantes médicinales, cosmétiques et nutracéutiques en République démocratique du Congo. C'est parti. Le projet d'accès aux ressources génétiques et partage des avantages en conformité avec le protocole de Nagoya et la valorisation des plantes médicinales, cosmétiques et nutraceutiques est désormais effectif en République démocratique du Congo. Avec ces trois composantes, à savoir l'élaboration des mesures d'application de l'APA, lesquelles sont des parties connexes de la loi sur la conservation en RDC, la sensibilisation sur le protocole de Nagoya et le renforcement des capacités pour les parties prenantes en RDC et la valorisation de plantes médicinales, cosmétiques et nutraceutiques à haute valeur ajoutée. L'APA entend renforcer les capacités institutionnelles, mettre en place des stratégies d'action et de règlement d'application des lois existantes. Non seulement les pays utilisateurs, mais aussi et surtout les pays producteurs doivent tirer les bénéfices des ressources génétiques dont ils disposent, a indiqué le directeur de la division du développement durable au ministère de l'Environnement. Autrement dit, le protocole de Nagoya veille à ce que les richesses générées par l'utilisation des ressources génétiques ne profitent pas seulement aux pays utilisateurs de ces ressources, mais qu'elles profitent aussi aux pays dont ces ressources sont issues. En particulier, ces richesses devront profiter aux communautés locales qui ont assuré la conservation des dites ressources.
Le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques insiste sur le partage juste et équitable des bénéfices y afférents. C'est sur quoi le président de l'Action d'aide sanitaire et de développement aux plus démunis, AASD, agence d'exécution du projet, a évoqué les engagements pris par la RDC dans le domaine avec comme objectif quant à ce projet, améliorer les bien-être des communautés locales congolaises. Ces projets, mise en œuvre effective du protocole de Nagoya, et valorisation des plantes à valeur ajoutée en République démocratique du Congo constitue à juste titre une réponse claire de notre pays, la République démocratique du Congo, aux engagements sus-évoqués. Engagements consistant à 1. Assurer la gestion durable de la biodiversité à l'instar des ressources génétiques et savoirs traditionnels. 2. Lutter contre la pauvreté des communautés locales fournisseurs des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. 3. Promouvoir certaines plantes à valeur ajoutée en vue de booster le développement socio-économique des populations locales. C'est grâce au soutien financier du Fonds pour l'environnement mondial à travers l'ONU Environnement que ce projet du gouvernement congolais a pris corps. Pour les représentants de l'ONU Environnement, la responsabilité dans la gestion des ressources génétiques doit être une approche multisectorielle. Amadou Bouhari a tiré l'attention des parties prenantes sur l'existence de la biopiraterie qui est une appropriation illégale des connaissances et des ressources. Il revient à vous, les différents acteurs ici présents, à faire en sorte que vous matérialisez dans les faits la mise en œuvre de cette décision politique extrêmement importante. Si on ne le fait pas, on va rater le rendez-vous de l'histoire, car nous exposerons le pays à ce qu'on appelle la biopiraterie, mais à toute forme d'abus. Parce que la pression va venir, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité parce que vous disposez des ressources. La lutte contre la pauvreté des communautés locales qui fournissent des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés est le maître mot de ce projet. Mike Ipanga, point focal national de la Convention sur la diversité biologique, pense que les intérêts de communautés locales doivent être mis à l'avant-plan dans ce projet. C'est vraiment un projet porteur d'espoir, dans la mesure où il va contribuer à donner des avantages aux communautés locales qui assurent la conservation des ressources génétiques de notre pays. Au cours des échanges, il a été d'abord expliqué le fondement de la Convention sur la diversité biologique avant de faire un aperçu sur le cadre juridique congolais relatif à l'APA et le contexte, objectifs et résultats du projet. Il faut dire que selon les responsables de ces projets, les communautés locales doivent tirer le maximum des bénéfices des ressources dont elles sont les gardiens depuis des millénaires pour l'amélioration, bien sûr, de leurs conditions de vie, de leur mieux-être. Quittons la RDC pour nous rendre aux États-Unis d'Amérique, à la tribune de l'ONU en septembre dernier, lors du sommet Action Climat. Le président de la République avait plaidé pour les forêts congolaises. Pour le chef de l'État, la forêt du bassin du Congo permet de contrôler la pluviométrie aux confins de l'Éthiopie et de l'Égypte, mais cette forêt est peu connue et trop peu valorisée par la communauté internationale. Félix-Antoine Tshisekedi avait averti le monde que la disparition du massif forestier du bassin du Congo provoquerait en tout cas une crise écologique sans précédent, déstabilisant ainsi l'ensemble du continent africain du fait que une gigantesque perte de la biodiversité s'en suivrait, une désertification de la sous-région et la montée de la pression migratoire serait donc au rendez-vous. Voici les propos du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cet extrait de son discours.
s'étendant sur 250 millions d'hectares avec un stock de 70 milliards de tonnes de carbone et absorbant environ 750 millions de tonnes de CO2 par an, les forêts du bassin du Congo jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. La forêt du bassin du Congo permet de contrôler la pluviométrie jusqu'aux confins de l'Éthiopie et de l'Égypte. Cependant, de nombreux signaux indiquent que l'Afrique centrale pourrait devenir le prochain front de déforestation massive, répétant l'histoire des deux autres grands bassins forestiers de l'Afrique de l'Ouest. La disparition de cet écosystème provoquerait une crise écologique sans précédent. Elle déstabiliserait l'ensemble du continent africain du fait d'une gigantesque perte de biodiversité, d'une désertification de la sous-région et de la montée considérable des pressions migratoires. À cet égard, nous demeurons préoccupés et mobilisés par la situation du lac Tchad et ses lourdes conséquences socio-économiques. L'adaptation aux effets du changement climatique pour certains espaces de la région Afrique est intrinsèquement liée aux efforts entrepris pour les forêts. C'est pourquoi nous, chefs d'État de la sous-région, sommes hautement conscients que les actions que nous conduirons affecteront l'écosystème mondial. Sans être exhaustif et à titre illustratif, la République démocratique du Congo s'est engagée à stabiliser son couvert forestier à 63% du territoire et à réduire de 17% ses émissions de 2020 à 2030. Avant de boucler complètement cette émission, cette triste nouvelle, vous le savez déjà, le monde environnemental est en deuil et RDC Environnement est donc consterné par la disparition d'un des grands défenseurs des forêts congolaises. Il s'agit de Flori Botamba, chef du projet Forêt Maïndombe au WWF, le Fonds mondial pour l'environnement, pour la nature, qui nous a quittés le 29 décembre 2019, alors que la conservation avait encore grandement besoin de lui. Le magazine RDC Environnement présente donc ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu, Flori Botamba, et à toute la famille environnementale de la République démocratique du Congo. Que son âme repose en paix. Madame, Messieurs, c'est par cette note triste, bien sûr, que nous bouclons cette rétrospective, mais nous reviendrons sur d'autres événements si cela est nécessaire. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin surtout de votre environnement qui ne doit pas brûler, parce que si notre environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Prenez donc soin de vous et prenez soin de votre environnement. Au revoir et à la prochaine pour d'autres informations environnementales, que ce soit pour la République démocratique du Congo, notre pays, ou encore d'ailleurs à travers le monde. Au revoir et merci à Céline Boumba, merci à Mise Guélé, Geneviève, et merci à Guilhem Ouzembe de Gonzague et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette rétrospective. Ce serait peut-être une première partie et nous reviendrons avec d'autres informations de l'année 2019, peut-être avec un invité ou une invitée sur ce plateau. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir, à très bientôt.